Égypte, le numéro de ce mercredi, le 17 juin 2026. Donc, une émission bien évidemment consacrée au sommet du G7 auquel participe le président Abdel Fattah el-Sisi. On va bien sûr aussi parler bien sûr d'un accord, de cet accord imminent entre les États-Unis et l'Iran. Mais pour commencer, donc, on va parler bien sûr du sommet du G7, plus précisément de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à ce sommet qui se tient à Évian en France. Et pour parler donc de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au plateau Dr Imam Khalil, professeur d'économie à l'Institut national de planification. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes toujours le bienvenu à Anaïs TV International. Merci. Et bien sûr, on va parler, commencer par la participation de l'Égypte, la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet du G7. Est-ce que vous voyez que la participation active du président el-Sisi à ce sommet marque une nouvelle étape dans le positionnement de l'Égypte comme acteur principal dans les conflits ou les dossiers régionaux et internationaux? Est-ce que la participation de l'Égypte paraît maintenant incontournable? La participation de notre président Abdel Fattah el-Sisi au sommet de G7 vient pour montrer pour tout le monde entier l'importance de l'Égypte comme un pays clé dans les zones du Moyen-Orient et en Afrique. C'est pourquoi elle a été choisie comme un pays partenaire avec le G7. Et il y a 4 ou 5 pays qui ont choisi aussi avec l'Égypte, c'est le Brésil, le Kenya et l'Inde. Et le 4e, c'était l'Égypte. Et c'était un grand honneur pour notre pays. Et il faut penser à tous les efforts faits par notre président, surtout sur l'échelle internationale en termes de diplomatie. Car l'Égypte maintenant elle est présente dans tous les grands dossiers mondiaux, vu l'importance de notre pays et son rôle est clé dans les zones de Moyen-Orient et dans tous les sujets actuels, soit le dossier de l'Iran actuel et le dossier de le problème palestino-israélien. Oui, donc on peut dire que l'Égypte joue un rôle équilibré et un rôle de médiation aussi dans les conflits, que ce soit des conflits régionaux ou internationaux. Bien sûr, et tout le monde sait l'importance de ce rôle. Et c'est pourquoi elle était invitée toujours dans les grands événements mondiaux, comme le sommet du G7 actuel. C'est la 2e fois que l'Égypte participe au G7, surtout en France. Elle a participé déjà dans une autre ville, s'appelle au sud-ouest de la France. Oui. Voilà, donc l'Égypte maintenant, elle a des relations très importantes avec les grands pays comme la France, les États-Unis, les pays européens. Et c'est pourquoi elle a invité tout le temps dans le mouvement international comme ça. Une relation aussi très importante avec l'Union européenne. On a vu le président Sisi a eu des entretiens hier avec le président du Conseil européen, aussi la chef de la Commission européenne. Bien sûr, la discussion a porté surtout sur le partenariat entre l'Union européenne et l'Égypte et aussi le dossier de Gaza. Bien sûr, car l'Égypte joue un rôle très important en médiation entre Israël et Palestine, et c'est pourquoi avec l'Union européenne, elle participe toujours dans les négociations pour trouver une solution pour le conflit actuel au bord de Gaza. Et aussi, il faut savoir que l'Union européenne présente pour l'Égypte le premier partenaire économique avec lequel on fait notre échange commercial, soit exportation et importation. Et aussi toutes les relations
politique assez important entre les grands pays européens comme la France, l'Allemagne et des autres pays, dont pour l'Égypte cette place privilégiée pour être toujours présent, oui, bien sûr. Oui, et bien sûr, le président Sisi avait, au cours de ces discussions avec les responsables européens, il a transmis plusieurs messages, surtout concernant le conflit au Moyen-Orient. Quels sont ces messages donc transmis lors des discussions? L'Égypte essaie toujours de trouver un équilibre dans la zone de Moyen-Orient. Elle a toujours le souci de trouver une solution pour le conflit palestino-israélien. C'est pourquoi à chaque rencontre politique, de politiciens comme ça, l'Égypte a un message clair qu'on doit maintenir la paix dans les zones du Moyen-Orient. On doit trouver une solution rapide et efficace pour cesser le feu dans le bande de Gaza, pour protéger ces gens là-bas, pour arrêter le bombardement infini envers le peuple de Gaza. Et je crois que l'Égypte est le pays qui consacre plus de temps, plus d'énergie pour vraiment trouver une solution finale pour ce conflit. Et aussi pour tout le continent africain. Ce n'est pas que le sujet palestino-israélien. Donc l'Égypte a joué un rôle important pour maintenir la sécurité dans plusieurs pays africains, soit côté de pays de Sahel et l'autre côté dans le sud-est de l'Afrique comme la Somalie. Bien sûr, l'Égypte va défendre, il y a des enjeux économiques que l'Égypte va défendre durant les débats, donc lors de ce sommet du G7, les débats consacrés au financement du développement, et surtout de l'Afrique, et des débats sur la dette des pays africains et des pays émergents. Donc, quels sont les enjeux donc, économiques majeurs défendus par l'Égypte? L'Égypte a mis une proposition très importante concernant le problème des dettes de pays en voie de développement, car le problème du financement reste toujours le problème majeur en phase de développement économique dans tous les continents africains. C'est pourquoi l'Égypte essaie toujours de proposer des solutions et de nouvelles méthodes pour voir comment on peut arranger et rembourser les dettes avec les autres pays européens. Et je crois qu'il y a des solutions d'augmenter bien sûr les investissements étrangers de ce pays, de donner plus de flexibilité pour le remboursement des dettes, car ça reste toujours le grand problème qui fait face pour notre développement économique. Oui, parmi les sujets donc, qui seront discutés lors du sommet du G7, c'est la stabilité de l'économie mondiale. Et comme vous le savez, donc, le monde assiste à une instabilité économique avec le conflit au Moyen-Orient, la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz est un artère donc, principal pour la transition de l'énergie, du carburant et de l'énergie en général. Alors, qu'est-ce qu'on attend donc de ces discussions concernant la sécurité énergétique? Tout d'abord, bien sûr, l'Égypte a proposé plusieurs scénarios pour la crise de guerre en Golfe actuelle, c'est-à-dire tout d'abord trouver rapidement un arrangement pour faire passer le navire à travers de détroit d'Ormuz pour lutter contre cette crise énergétique mondiale.
surtout cette crise qui touche surtout les pays importateurs des pétroles, dont l'Égypte, un exemple. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, elle essaye toujours de proposer de nouvelles solutions pour aller pour l'utilisation d'énergie renouvelable. C'est pourquoi il y a en plus d'investissements dans le domaine d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire par exemple, pour diminuer un peu les effets négatifs du manque d'énergie, de pétrole actuel. Mhm. Et comme vous le savez, donc, les États-Unis et l'Iran vont signer un accord de cessez-le-feu, enfin, vendredi prochain à Genève. Et est-ce que les décisions, les déclarations finales du G7, est-ce qu'ils auront donc un impact sur le côté économique de cet accord entre les États-Unis et l'Iran concernant surtout le détroit d'Ormuz? Bien sûr, le G7 elle englobe les grands pays industriels au monde qui représentent 40% de production mondiale. Des décisions prises par le G7 affectent directement l'économie mondiale. Mais je veux dire, c'est une très bonne nouvelle de trouver une solution, et c'est le fait entre les États-Unis et l'Iran, afin de reprendre l'économie comme avant, c'est-à-dire malgré cette solution, on reste toujours besoin encore au moins de 6 mois pour l'économie mondiale reprendre ses activités comme avant cet conflit. Mais c'est une nouvelle importante pour tout le monde, et aussi donne l'espoir de trouver la paix durable dans cette zone, et permet des pays de s'occuper de l'économie au lieu de s'occuper de la guerre. Oui, les dirigeants donc participants au sommet du G7 ont insisté sur la nécessité de contenir l'inflation, de soutenir la croissance et de renforcer la coordination macroéconomique face aux incertitudes donc économiques mondiales et aux conflits. Est-ce que, ou dans quelle mesure, cette coordination macroéconomique peut donc aider ou contribuer à résoudre cette crise ou à faire reprendre l'économie mondiale? Quand je viens de dire que ce qui s'est passé, le conflit entre les États-Unis et l'Iran, a affecté de façon négative l'économie mondiale. Il a ralenti la croissance économique. Et à cause de ce conflit, il y a une augmentation de l'inflation en termes mondiaux dans la plupart des pays, quasiment tous les pays du monde. C'est pourquoi, une fois la paix était installée, on a besoin au moins 6 mois à 1 an pour reprendre l'activité normale comme avant. Mais le G7, je crois, elle propose d'autres solutions, de trouver une façon d'augmenter leur participation comme un partenaire, afin d'investir et donner plus d'investissements étrangers pour les pays en voie de développement, surtout les pays africains, pour lutter contre tous ces problèmes d'inflation, de croissance économique, et aussi le problème des dettes qui est bien sûr à cause d'elle, certains pays n'arrivent pas à avancer dans leurs projets de développement économique. Et c'est quoi exactement la coordination macroéconomique? C'est quoi ce terme? En fait, le macroéconomie, c'est tous les indices macro à l'échelle de l'économie, soit locale, soit
mondiale, c'est-à-dire l'inflation, le taux de chômage, la croissance économique. Et tous ces indices doivent travailler en coordination, c'est-à-dire on doit augmenter la production, on doit trouver une moyenne contre l'augmentation des prix du pétrole afin de lutter contre l'inflation. Tous ces indices jouent un rôle important. Elle doit travailler en coordination pour avoir un résultat positif pour, à la fin, la croissance économique mondiale. Mhm. Et, retournons donc à la participation du président Abdel Fattah el-Sisi et la participation de l'Égypte au sommet du G7. C'est la deuxième fois qu'on vous venez de dire comment l'Égypte évalue les perspectives de partenariat stratégique avec l'Union européenne à l'issue de ce sommet. L'Égypte toujours garde des relations économiques et politiques excellentes avec l'Union européenne. Comme je viens de dire, c'est le premier partenaire économique avec l'Égypte. En plus de ça, l'Égypte prévoit d'augmenter leur capacité d'exportation. Les plupart d'exportations de l'Égypte, de nouveaux exportations, elle est visée vers le marché européen. Aussi, les investissements étrangers, les plupart qui viennent souvent soit des pays du Golfe, soit des pays de l'Union européenne. Donc, on est intérêt de garder cette relation d'excellence afin d'avancer dans notre dossier économique et politique. Oui, donc permettez-moi, donc on va regarder tout de suite un reportage sur la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet du G7 à Évian, qui a été marqué par une intense activité diplomatique, bien sûr, comme on vient de dire, avec une série de rencontres bilatérales de haut niveau avec plusieurs dirigeants internationaux. Ces échanges illustrent le rôle actif bien sûr, de l'Égypte dans les discussions internationales et sa volonté de renforcer ses partenariats stratégiques face aux défis géopolitiques actuels. Regardons donc ce sujet de Shahinaz Esmail. La participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet du G7 à Évian s'est caractérisée par une activité diplomatique intense, marquée par une série de rencontres bilatérales avec plusieurs dirigeants et responsables internationaux de premier plan. Au cours de cette journée, le chef de l'État s'est entretenu avec le président américain Donald Trump. Les discussions ont porté sur les développements régionaux, en particulier la situation au Moyen-Orient, ainsi que sur les moyens de renforcer la coordination face aux crises internationales et aux enjeux de sécurité. Le président el-Sisi a également rencontré le chancelier allemand Friedrich Merz. Cet échange a permis d'aborder les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Allemagne, notamment dans les domaines économiques et de l'investissement, ainsi que les questions liées à la stabilité régionale. Par ailleurs, un entretien a eu lieu avec le président français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont discuté du partenariat stratégique entre le Caire et Paris, ainsi que des principaux dossiers internationaux, en particulier les crises régionales et les efforts de désescalade. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le président du Conseil européen, Antonio Costa, afin de renforcer la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne, notamment sur les questions économiques, migratoires et sécuritaires. Enfin, le chef de l'État a rencontré le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, dans le cadre des échanges avec les pays du Sud global, mettant en avant l'importance de la coopération internationale face aux défis économiques et géopolitiques. Ces différentes rencontres illustrent la dynamique diplomatique soutenue de l'Égypte lors du sommet et confirment la volonté du président el-Sisi de renforcer la présence égyptienne dans les grandes discussions internationales autour des enjeux de stabilité, de développement et de sécurité mondiale. Les travaux du sommet se poursuivent avec la perspective de nouvelles consultations bilatérales dans les prochaines heures.
Donc de retour sur le plateau pour continuer notre discussion sur le sommet du G7, la participation de l'Égypte surtout, avec notre invité, Dr Imam Khalil, professeur d'économie à l'Institut national de planification. Et comme donc on a vu dans le reportage, le président Sisi a eu aussi des entretiens avec le président brésilien Lula da Silva. Bien sûr, ces pays de l'Amérique latine, ces pays émergents, cherchent toujours à défendre leur économie et sont les pays comme l'Afrique qui souffrent le plus des conflits au Moyen-Orient et des conflits en général. Le rôle de l'Égypte donc pour soutenir ces pays émergents comme l'Afrique face à ces conflits, à ces défis mondiaux. En fait, la rencontre de notre président avec le président brésilien présente une étape importante parce que vu l'économie brésilienne et le développement qui a été fait pendant les 10 dernières années, le Brésil est devenu un exemple de pays émergent qui peut présenter pour des autres pays afin de retirer toutes les expériences avant de l'appliquer de nouveau. C'est pourquoi l'économie brésilienne maintenant est une grande économie dans les classifications mondiales. L'Égypte essaye toujours de garder de bonnes relations avec un pays comme le Brésil, un pays actif qui est maintenant qui présente une haute foi qui défend les causes de palestiniens, qui défend qui essaye aussi d'intervenir pour trouver une solution pour le conflit actuel en Iran. Après le conflit entre les États-Unis et l'Iran, le monde, je crois, a des changements. Il y a des pays comme le Brésil qui est monté comme un grand pays qui peut-être on va voir dans les 10 années qui viennent des autres systèmes mondiaux beaucoup plus différents que le système actuel. Oui, et le rôle du G7, donc comment ou dans quelle mesure le G7 parvient-il encore à influencer? Est-ce qu'il influence toujours efficacement la stabilité de l'économie, les dossiers économiques dans le monde, l'économie mondiale dans ce contexte donc de conflit ou de guerre au Moyen-Orient? On peut dire oui, car quand même avoir 7 pays industriels très importants comme les États-Unis, la France, le Japon, l'Italie, l'Angleterre, donne un poids important pour le G7 en termes de décisions, surtout économiques. Et le G7 s'intéresse cette fois à trouver une nouvelle politique pour lutter contre le problème des dettes de pays émergents, surtout les pays africains, trouver un moyen d'augmenter les investissements étrangers dans les pays africains, aider les pays africains d'aller vers l'utilisation de l'énergie renouvelable, aussi aider certains pays africains d'appliquer le nouveau terme de intelligence artificielle dans l'économie et partout dans le système de pays. Et ça, c'est le 4 ou 5 sujets importants que le G7 essaye de donner des décisions. Les décisions, bien sûr, donnent des résultats importants. Peut-être maintenant, il y a des autres groupes économiques comme les BRICS qui commençaient à être un grand regroupement économique pareil comme le G7. Mais il faut savoir que le BRICS, jusqu'à maintenant, ne présente que 27% de production mondiale, mais le G7 présente 40%
Donc, bien sûr, chaque décision prise a des conséquences importantes, surtout sur les pays émergents, émergents, les voilà, pays africains. africains, voilà. Et concernant donc le dossier de la sécurité alimentaire dont souffre bien sûr le continent africain, est-ce que ce sujet aussi sera débattu lors de ce sommet du G7 parmi les sujets concernant donc la sécurité mondiale, la Oui, sécurité alimentaire oui. ou le développement durable par exemple? Est-ce qu'on va discuter de ce sujet donc très important pour le continent africain? Oui, et je crois le problème de sécurité alimentaire, surtout en Afrique, c'est le problème des ressources de l'eau qui se trouve avec de grandes intensités dans certaines zones en Afrique et il ne se trouve pas dans une autre zone. Donc, peut-être il faut voir une moyenne d'aller vers de nouveaux techniques dans le domaine agricole. Et si on prend l'Égypte comme un exemple maintenant, l'Égypte a commencé des étapes importantes pour lutter contre le problème de sécurité alimentaire. Maintenant, l'Égypte a réussi pour la première fois dans notre histoire de doubler la surface agricole en Égypte de 6 millions de faddins à environ 12 millions de faddins. Et l'Égypte ne cesse pas d'aider les autres pays en Afrique pour augmenter leur production agricole via toutes les constructions de barrages et de routes dans certains pays. L'infrastructure. Oui, exactement, africains. Tout ça afin d'augmenter leur capacité de production de produits alimentaires et lutter contre ce problème. Et est-ce qu'on peut dire donc que la participation de l'Égypte, on peut l'interpréter comme une participation de l'Afrique? Donc l'Égypte est la voix de l'Afrique au sommet du G7. Exactement. L'Égypte maintenant, pour moi, c'est c'est le leadership de l'Afrique. C'est le pays qui a une importance vu leur situation géographique, leur poids économique et politique. Donc l'Égypte maintenant présente de façon excellente tous les continents africains dans toutes les négociations mondiales. Oui. Si on revient donc à la participation du président américain Donald Trump au sommet du G7, bien sûr, est-ce qu'elle va donc influencer les discussions avec les pays européens? Comme vous le savez, les pays européens soutiennent l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Et aussi le président américain soutient l'Ukraine, mais il y a un problème concernant donc l'armement de l'Ukraine. Alors il y a cette divergence de vue entre le président américain et quelques pays européens concernant le conflit au Moyen-Orient. Alors comment vous voyez donc ou dans quelle mesure la participation du président américain Donald Trump va influencer sur les discussions, surtout sur la sécurité mondiale? Je crois la participation, bien sûr, des États-Unis, c'est le plus grand pays dans le G7, mais la participation, cette fois-là, je les vois un peu, si je trouve le terme, un peu froid, c'est-à-dire tous les problèmes des États-Unis, les décisions surtout des politiques américains envers le Moyen-Orient, surtout le déclenchement de la guerre dans les zones de pays du Golfe, les soutiens très très faibles envers de l'Ukraine contre la Russie, la politique américaine qui essaye d'élargir l'occupation de certaines terres en Europe, comme en Finlande. Tous ces problèmes est présenté les États-Unis maintenant comme un simple partenaire économique pour les pays européens. Avant, c'était vraiment le pays qui conduit toutes les négociations,
qui représente tout l'agenda du G7. Donc, Maintenant, il a il y a perdu vraiment... de sa crédibilité un peu, on peut Oui, dire. exactement, Oui, exactement. oui. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je suis optimiste dans les 10 années qui viennent. On va voir de nouveaux systèmes, peut-être plus justes, plus efficaces pour les pays dans tout le monde. Un Oui, changement donc oui, de puissance, oui, oui, de termes de puissance mondiale. oui. Oui, Maintenant, il y a l'apparition de la Chine comme un grand oui. pays économique et aussi la Russie et quand je viens de dire le Brésil, l'Inde. Donc, je crois que le monde essaye de changer ce système qui est devenu inefficace en face de toutes les crises. À chaque fois, il y a des crises, il y a beaucoup de temps pour intervenir. Il n'y a pas d'efficacité pour résoudre ce problème facilement. Mhm. Oui. Et quelles mesures donc ou quelles décisions régionales sont proposées donc pour renforcer la stabilité, réduire les tensions, mettre fin au conflit? Quelles mesures, notamment en matière de sécurité et de non-prolifération nucléaire, non-prolifération, non-expansion de la guerre? Quelles mesures on Bah, attend donc de ce sommet? L'Égypte a essayé toujours de proposer le Moyen-Orient comme une zone sans armes nucléaires. Mais voilà, et malheureusement, il y a certains pays qui ont ce type Mhm. d'armement. Donc, on espère un jour, bien sûr, prendre ce sujet avec plus d'intention afin d'appliquer peut-être certaines politiques de sécurité dans les zones du Moyen-Orient. Sinon, je crois avec l'accord qu'on va le voir dans quelques jours entre les États-Unis et l'Iran, ce sera une première démarche envers d'appliquer une politique comme ça, car si on va chercher la raison pour cette guerre, c'était la volonté de l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Donc si on va interdire certains pays d'avoir ce type d'armement, pourquoi on laisse des autres pays Oui, qui... bien Oui, sûr. voilà. C'est toujours la Oui, politique de deux oui, poids, deux mesures exact. appliquée par les États-Unis Oui, surtout. Et euh, donc, j'espère qu'on va donc voir un changement politique après l'accord. euh, Cet accord oui, imminent de exactement. vendredi prochain. Oui. On va donc continuer notre discussion, mais juste après cette pause, on va continuer notre discussion sur le sommet du G7 et suivre donc les séances de ce sommet qui se tient à Évian en France. Juste après donc cette pause, on va poursuivre notre discussion avec Dr Emem Khalil. Le sommet du G7 s'est déroulé à Évian en France, dans un contexte international marqué par de fortes tensions. Alors, de retour pour continuer donc notre édition de Bonjour à l'Égypte. Et on était donc en train de parler du sommet du G7, des enjeux principaux de ce sommet qui se tient à Évian en France. Et on accueille encore une fois Dr Emem Khalil, professeur d'économie à l'Institut national de planification. Donc, on continue notre discussion. On était donc en train de parler des principaux enjeux de ce sommet du G7. On a parlé de la sécurité internationale, de la sécurité alimentaire aussi en Afrique, de l'intelligence artificielle qui est l'un des principaux sujets donc de ce sommet. Et alors, l'intelligence artificielle qui s'avère donc comme une opportunité, mais aussi une menace pour le champ du travail partout dans le monde. Alors,
quels sont les principaux points à discuter donc, lors de ce sommet du G7 concernant l'intelligence artificielle? Pour l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'inquiétudes car il y a certaines théories qui disent que peut-être avec beaucoup d'intelligence artificielle, on va remplacer le main-d'œuvre par l'ordinateur ou par les outils. Mais ce sommet, il essaye de mettre une éthique pour l'intelligence artificielle. Il essaye de trouver un accord mondial afin de l'appliquer avec des façons qui gardent toujours l'importance de Facteur humain. oui, des facteurs humains dans la production et dans le champ économique. Il faut savoir qu'il y a une partie d'intelligence artificielle est très importante et nécessaire, surtout pour les pays émergents, qui doit appliquer cette partie dans leur système financier, dans les banques, dans le domaine de tous les échanges commerciaux et bancaires. Qui reste, on doit utiliser cette technologie de façon avec beaucoup d'attention afin de ne pas affecter la dépendance de la main-d'œuvre humaine. Oui, le Caire ou l'Égypte, comment elle peut profiter donc de sa participation à ce sommet du G7 concernant les résultats sur l'économie égyptienne et concernant aussi la déclaration finale? Est-ce qu'elle peut avoir donc un mot à dire concernant les déclarations finales de ce sommet du G7 et aussi sur le plan économique égyptien? Comment on peut profiter de ce sommet ou de cette participation au sommet du G7? Je crois à chaque participation pour notre président Abdel Fattah el-Sisi en étranger, il y a toujours des résultats de cette rencontre, ce sommet. Je crois après le sommet des G7, peut-être on aura plus de rentrées d'investissements étrangers envers dans notre économie. On doit peut-être trouver certaines flexibilités pour rembourser les dettes extérieures de l'Égypte. Notre président essaye toujours à chaque occasion de développer la coopération économique et politique avec les partenaires européens et des autres pays. Et ce qu'on a vu dans ses activités dans le sommet du G7, il a rencontré les chanceliers allemands et le président brésilien et et le président de la Commission européenne. Et tout ça, bien sûr, ça renforce notre position et ça donne plus de capacité de diriger une partie de l'investissement étranger vers l'Égypte et d'avoir plus de coopération économique avec ce pays. Oui, et concernant aussi la transformation numérique, qui est un dossier donc Oui. très important pour l'économie égyptienne ces dernières années, comment on peut profiter du sommet du G7 dans ce domaine, puisqu'on va bien sûr discuter de ce sujet lors des séances. Ouais, et en fait, par rapport à mes expériences, même personnelles, je vois que l'Égypte a renforcé l'économie par toutes les transformations numériques dans les plupart des domaines, surtout dans le domaine des finances. Et maintenant, si on va voir, il y a beaucoup de facilités de faire l'échange, les transferts d'argent, recevoir le fonds et tout ça. Et grâce à toutes les technologies que l'Égypte a appliquées depuis environ 5 ans dans leur système, elle continue bien sûr d'améliorer le système financier et le système administratif afin de profiter et maximiser le profit de transformation numérique. Oui, concernant donc
les États-Unis et l'Iran et cet accord qui sera signé pour un cessez-le-feu qui sera signé vendredi à Genève. Et quel est l'impact donc de cet éventuel rapprochement entre les États-Unis et l'Iran sur la stabilité régionale selon, bien sûr, la vision égyptienne? Comme vous le savez, donc, Oui. l'Égypte a insisté toujours sur la sécurité Exactement. de la région, la sécurité surtout des pays du Golfe. Oui. Alors, quel impact de cet accord, de ce rapprochement sur la sécurité régionale? Tout d'abord, c'est la première étape pour renforcer la paix et la sécurité dans les zones de pays du Golfe, qui pour l'Égypte est une priorité nécessaire. Et deuxièmement, pour retour au normal de l'économie, c'est-à-dire une fois l'accord été signé, je crois on va toucher un changement du prix du pétrole, bien sûr, vers le bas. Donc, on va avoir plus de chances de régler certains problèmes d'inflation dans notre économie et dans l'économie des autres pays africains. En plus de ça, avoir la baie dans le droit de Hormuz, ça va aider et renforcer le passage des navires par le canal de Suez, ce qui est pour nous une source très importante pour les devises étrangères dans notre économie. Docteur Imam Khalil, donc ma dernière question concernant les résultats attendus de ce sommet du G7 concernant premièrement la sécurité énergique. Quel résultat ou quelle déclaration finale, selon vous, sera prise pour la sécurité ou sur la sécurité énergétique? Signer l'accord entre les États-Unis et l'Iran, bien sûr, va garder une moyenne de lutter contre l'augmentation des prix du pétrole, diminuer le prix du pétrole directement, lutter contre l'inflation dans l'économie mondiale, avoir des reprises de l'économie normalement dans les pays du Golfe qui présentent une zone très active, très importante pour tout le monde entier, car le pays du Golfe, c'est peut-être le premier pays en termes d'investissement étranger partout au monde. Donc on va chercher donc des solutions à travers ces déclarations finales. On va chercher des solutions alternatives au cas où il y aura d'autres conflits, d'autres guerres, une reprise de guerre parce que il y a une inquiétude donc sur le marché. Exact. Alors est-ce qu'on va trouver d'autres alternatives, d'autres coordinations économiques pour ne pas avoir recours donc, ou ne pas souffrir des répercussions de ce conflit une autre fois? Je crois que les solutions alternatives pour faire face à cette crise actuelle, c'était aller vers l'utilisation d'énergie renouvelable. C'était le cas de l'Égypte qui, depuis certains temps, surtout avec la vision 2030, essaye d'augmenter leurs sources d'énergie renouvelable et remplacer par l'énergie classique et pétrolière. C'est pourquoi on va avoir toujours plus d'investissements, plus de dépenses pour utiliser ce type d'énergie afin de diminuer les effets négatifs de ce conflit s'il commence à notre fois. Oui, alors docteur Imam Khalil, professeur d'économie à l'Institut national de la planification. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et passé une excellente journée. Alors, mesdames et messieurs, on va passer tout de suite à un autre sujet. Plus particulièrement, c'est l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran qui sera signé à Genève vendredi, juste après cette pause, et on revient pour débattre de ce sujet.